Évidemment, je n'ai pas tenu à jour tous mes bilans, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un bilan un petit peu mélangé, comme ça va passer. Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, pour un bilan de la fin du Biblio-Haul numéro 5 où il me restait quelques livres à lire et un demi-bilan du Biblio-Haul numéro 6. Je vais combiner les deux parce que j'ai très peu de lectures à développer dans ce bilan pour chacun des Biblio-Haul et que c'était un petit peu dommage de faire deux vidéos, autant regrouper tout ça en une. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Il me restait, je crois, 4 ou 5 livres à lire et à vous présenter. Donc je vais vous dire ça tout de suite puisque j'ai mes notes avec moi. Il me restait Shades of Magic de V.E. Schwab. Il me restait Trop semblable à l'éclair d'Ada Palmer. Il me restait La cour des ténèbres de Victor Dixon, le tome 1. Et L'atelier des sorciers, tome 8 et 9. Donc je vous le dis tout de suite, Trop semblable à l'éclair d'Ada Palmer, je l'ai ramené parce que je n'avais pas le temps de le lire dans le temps qu'il me restait, parce que c'est un pavé et que j'avais pas envie de me foutre la pression. Donc c'est pas que j'ai pas envie de le lire, j'ai envie de le lire, mais je le réemprunterai à un autre moment. Là c'était pas le moment, c'est pas grave. Donc je vous ai parlé en vlog de ma lecture de Shades of Magic. Donc dans cet ouvrage qui est une trilogie je crois, ou une duo... dans trilogie je crois, nous suivons un univers fantastique où il y a, je crois, 4 ou 5 Londres qui existent en parallèle les uns des autres, avec un qui est le Londres noir où a priori il n'y a plus de vie, plus personne ne va, il a été scellé parce qu'il y a trop de magie, la magie a débordé jusqu'à je ne sais plus quel Londres, qui est l'extrême opposé et c'est plutôt l'équivalent de notre monde à nous où il y a de la magie mais elle est quasiment inexistante et invisible aux yeux des humains. Et en fait on suit le personnage de, comment s'appelle-t-il, on suit le personnage de, j'ai oublié son nom, Juliette va me taper, d'un jeune homme qui a le pouvoir de passer d'un Londres à l'autre avec des points assez précis, un système assez précis autour de ça. Et en fait, lui sert un peu de messager entre les Londres. Et ce qui se passe, c'est qu'il va rencontrer une jeune femme dans le Londres, le nôtre en gros, va lui piquer un objet, un artefact potentiellement dangereux qui vient du Londres noir. Et il va la poursuivre pour essayer de récupérer cet artefact et plein d'aventures vont en découler, je ne vous en dirai pas plus sur le sujet. Concernant mon avis sur cette lecture, j'ai tout apprécié dans cette lecture. J'ai trouvé que l'écriture était bonne et de qualité, c'est du V.E. Schwab, pas de surprise. J'ai trouvé que l'univers était bien développé. J'ai apprécié les personnages même si je ne me souviens plus de... Ah si, c'est... Non, Krell ? Ça s'appelle Krell ? Bref, j'ai apprécié les personnages, la jeune fille et le jeune homme principalement, qui sont les deux personnages qu'on forcément voit le plus, qui étaient très chouettes, que j'ai trouvé bien faits, avec des côtés sombres, des côtés plus positifs, avec une bonne mesure entre les deux, pas de réaction d'adolescent insupportable. Enfin, c'est du V.E. Schwab en fait, les personnages sont bien faits, sont bien développés, ça se lit bien, c'est intelligemment pensé, c'est intelligemment écrit, tout était très bien. Mais je pense que je n'étais pas dedans, je ne sais pas pourquoi. C'était une lecture sympa, mais j'avais pas forcément envie d'y retourner. Je l'ai terminé parce que je voulais quand même savoir, donc voilà, je sais pas que j'ai détesté ni rien, hein. Je pense que je l'ai pas lu au bon moment et c'est pour ça que je n'ai pas réemprunté tout de suite le deuxième volume parce que je lirai ça quand j'en ressentirai l'envie. Là, je me suis un petit peu forcée à le terminer, c'est un peu dommage parce que du coup, j'ai pas profité de ma lecture alors que objectivement, tout était très bon. Alors, ça reste du ado jeune adulte. Donc voilà, ça reste assez simple, c'est écrit gros, ça va vite, etc. Mais c'était très chouette. Et Vi Schwab, quoi, elle a quand même un talent, il faut bien le souligner, assez incroyable en tant qu'autrice. Donc c'est dommage de ne pas avoir pu profiter mieux de cette lecture, mais je pense que j'étais pas dans l'état d'esprit de... Je sais pas pourquoi, c'est... Bon, bref, c'est pas grave. Je ne peux que vous recommander cet ouvrage parce que je pense qu'il a vraiment beaucoup de qualité, parce qu'il n'y a pas tous les trucs qui m'embêtent en young adult, il n'y a pas de romance relou, il n'y a pas de personnages insupportables qui font leur crise d'adolescence alors qu'ils sont censés sauver le monde. Tout c'est trop insupportable de personnages trop impulsifs qui prend des décisions sur un coup de tête et qui fait n'importe quoi, il faut tout le temps rattraper les bêtises. Enfin voilà, il n'y a pas tout, c'est trop insupportable. On est vraiment sur du personnage intéressant, qui a déjà une expérience de vie, enfin voilà, c'est très chouette. Donc je vais pas vous en dire plus parce que très sincèrement, j'ai conscience que c'était très bien, mais je n'ai pas plus accroché que ça m'a laissé un peu indifférente. Donc
Voilà, je pense que c'était juste pas le bon moment, c'est tout, c'est moi, c'est pas le livre. Et je ne peux que vous inviter à découvrir cet ouvrage que j'ai trouvé vraiment bien fait, tout simplement. J'ai écouté en parallèle, je crois plus ou moins, où je lisais d'ailleurs le Vili Schwab, le tome 1 de Vampiria, qui est donc La Cour des Ténèbres de Victor Dixon, qui est un auteur français, où on va suivre le personnage de... Oh, les noms des personnages, c'est terrible. Jeanne, voilà. On suit le personnage de Jeanne qui vit avec ses parents. Le père est apothicaire, elle vit dans un petit village. Et surtout, elle vit dans un univers où Louis XIV, le soir de sa mort en 1715, eh bien, a été transmuté en vampire. Donc Louis XIV règne depuis 300 ans sur le royaume de France et un peu sur l'Europe concrètement. Donc si on rajoute 300 ans à la fin du règne de Louis XIV, ça se passe dans les années 2015. Si on fait un équivalent. Alors, eux, ils ont recommencé à compter à zéro à partir de 1715, mais voilà, c'est pour vous donner une idée. Donc, on va suivre le personnage de Jeanne, qui est fille d'apothicaire, et qui, au tout début, va voir sa famille massacrée par les dragons du roi, parce que sa famille aurait trahi. Elle se sauve, grime en noble par X et Y billets, je vous laisserai découvrir, et elle débarque, en fait, plus ou moins à Versailles, dans une espèce d'école de nobles comme il en existait à l'époque, école de jeunes filles, et elle a une seule obsession, évidemment, c'est de tuer le roi Soleil. Voilà. Donc on va suivre toute cette aventure de ce personnage de Jeanne qui bien quand même vit un bon gros traumatisme au début du roman. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une très chouette lecture. J'ai entendu que les gens l'avaient trouvée agaçante. Moi j'ai trouvé qu'elle était relativement peu agaçante étant donné ce qu'elle vit au début de l'ouvrage. J'ai trouvé qu'elle était au contraire assez bien faite, assez peu impulsive finalement, assez réfléchie. Elle va rencontrer des personnages plus ou moins antagonistes ou alors au contraire adjuvants qui sont hyper intéressants, avec qui elle va lier plus ou moins des liens intéressants. On a des tropes bien menées, c'est-à-dire on reprend des trucs un peu typiques young adult mais bien menés, tout simplement, avec des originalités, avec des plot twists que moi j'ai pas forcément vu venir, ce qui est plutôt cool parce qu'en général je les sens arriver à 15 lieues en amont, donc c'était plutôt chouette. J'ai trouvé que l'univers était assez sympa. Voilà, moi qui partais vraiment pas dans un bon état d'esprit concernant cette lecture parce que comme je vous l'ai dit, et je vous remettrai la vidéo si ça vous intéresse en barre d'infos, tout ce qui va être écriture autour du roi soleil, j'en ai soupé, je peux plus, j'en ai trop lu, j'en suis écœurée. J'en ai marre aussi, comme je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, de voir des souverains qui sont de gentils personnages, des petits doudous avec un petit cœur qui prennent soin de leurs petits serviteurs et des petits paysans. C'est pas du tout réaliste, c'est pas du tout réel et ça m'énerve cette glorification de la royauté. Donc voilà, c'était un truc qui déjà le contexte ça partait pas ouf et j'en ai marre des vampires. Voilà, tout simplement. Donc, comme je vous dis, les deux gros premiers pôles de l'histoire, ça partait pas hyper positif et au final, j'ai beaucoup aimé. On est sur des vampires qui, pour moi, sont des vampires relativement réalistes, si on peut dire ça comme ça, où ils ne sont pas bons, ce sont des animaux. Ce sont pas des animaux réellement, comment on peut dire, ils ont le côté animal qu'on peut imaginer et donner à un vampire. C'est vraiment une espèce de transcendance de la noblesse, c'est-à-dire que ce sont vraiment des nobles par excellence. J'entends par là que ce sont des personnages cruels, égoïstes, qui se nourrissent sur le dos des pauvres, qui profitent de leur rang social pour asservir les autres, pour s'écraser les uns les autres, pour être méchants les uns avec les autres. Voilà, en fait les vampires représentent ce qu'était et ce qu'est encore aujourd'hui l'élitisme, la noblesse ou la haute bourgeoisie, et c'est très bien fait, et c'est ça aussi que j'ajouterais au crédit de l'ouvrage, c'est que Victor Dixon a clairement des critiques. Alors c'est très subtil, franchement, si on n'est pas un petit peu attentif, on peut ne pas les voir passer, mais il y a des critiques sociales hyper intéressantes, il y a des parallèles qui sont faits, il y a des références qui sont données pour, clairement critiquer une société élitiste. Et c'est vraiment intelligent, c'est vraiment bien fait, c'est bien écrit, ça se lit tout seul, ou ça s'écoute tout seul en l'occurrence. Et moi, je pense que ce que j'ai apprécié, si je devais donner deux gros points positifs, c'est tous ces tropes qui sont bien menés,
C'est ces personnages qui sont à mon sens bien pensés et bien développés, et c'est toute la critique sous-jacente et les métaphores utilisées avec certains personnages, enfin voilà, qui sont hyper intelligentes. Donc je vais m'écouter la suite ce mois-ci puisque j'ai eu mon petit crédit audio audible, donc je vais m'écouter, là j'écoute Magic Charlie et après je me prendrai le tome 2 de Vampiria et j'ai hâte de savoir la suite, voilà tout simplement. Donc je ne peux que vous recommander la lecture de Vampiria. Je pense que vous n'en serez pas déçus. N'oubliez pas quand même que ça reste du jeune adulte, c'est pas de la littérature adulte, donc il ne faut pas avoir des attentes d'adulte, mais c'est très intelligent. Et enfin du coup, j'ai continué l'atelier des sorciers qui était très chouette. Je vais vous redire ce que je vous ai dit plein de fois. On poursuit l'aventure de Coco qui a cet aspect où elle va être apprentie magicienne, mais qui mène une quête un peu parallèle et on sent que les chemins se dédoublent un peu et qu'il y a plusieurs choses qui se jouent et c'est vraiment très chouette, c'est bien fait. Et surtout ce que j'aime bien, particulièrement dans l'atelier des sorciers, c'est que en parallèle de choses assez graves qui peuvent se passer, on a toujours ces petits morceaux, ces petits instants de vie, de légèreté, de complicité entre les filles avec leur maître. Et voilà, on a plein de petits moments comme ça qui sont des petites pauses dans une lecture qui est peut-être un petit peu grave, un petit peu sérieuse et qui sont hyper agréables. Donc je ne peux que vous recommander l'atelier des sorciers, c'est vraiment très très chouette, les dessins sont magnifiques, on est sur du manga pour moi perle en termes de dessin, en termes de graphisme, parce que tout est très lisible, on n'a pas ce côté assez gras que peut avoir par exemple Naruto, on n'a pas ce côté fouillis qu'ont plein de mangas, ou par exemple Minuscule qui est assez fouillis, même si c'est très beau, hein, mais c'est très fouillis, là c'est vraiment très clair, c'est très lisible, c'est très beau, très simple, et en même temps il y a un excellent travail je trouve sur tout ce qui va être mouvement qui est très très beau. Donc c'est un plaisir à la fois pour les yeux, à la fois pour l'histoire, donc foncez si vous en avez l'occasion. On va maintenant passer au bilan du Biblio Hall numéro 7, du coup je crois, oui enfin une partie du bilan du Biblio Hall numéro 7. Je dois vous parler de 5 lectures, je vais essayer d'aller assez vite parce que j'en ai parlé pour toutes en vlog, donc je vous remettrai ça si vous voulez vraiment quelque chose de très détaillé, un peu au fil de la lecture, un peu à chaud, mais je vais vous faire quand même un point de vue général pour regrouper tout ça au même endroit et pour ceux qui ont la flemme d'aller fouiller dans les vlogs, bien que n'oubliez pas que normalement dans toutes mes barres d'infos vous avez tous les timers et vous pouvez juste aller rechercher le titre qui vous intéresse, cliquez sur le timer et vous retrouvez à l'endroit précis qui vous intéresse. Je le redis au cas où vous n'auriez pas vu, ça peut être une bonne solution pour juste cibler ce qui peut vous intéresser. Soit, donc on y va. J'ai terminé hier de Capédemo de Flor Vesco. Je viens de tourner mon avis dans le vlog il y a quelques instants, donc je vais vous la faire assez courte parce que sinon je vais avoir l'impression de me répéter à l'infini. Dans De Capédemo, on suit le personnage de Serine qui est une noble qui a 3 ou 4 petits frères et qui en fait est très pauvre. Ses parents mettent tout l'argent qu'ils ont dans l'éducation de la fille parce qu'ils espèrent la marier à un riche noble. Et ce qui se passe, c'est que son père décède et elle va s'enfuir parce que sa mère veut la marier. Elle va s'enfuir de chez elle pour aller à la cour et devenir suivante de la reine. Et elle va débarquer à la cour avec toute son innocence, sa naïveté, et elle va découvrir un monde qui dépasse tout ce qu'elle pouvait imaginer, puisque c'est une jeune femme assez simple, qui aime grimper partout, qui a un côté très enfantin. Donc, on suit le personnage de Serine à la cour, qui a pour elle d'être extrêmement intelligente, extrêmement impertinente, extrêmement drôle, et qui va du coup s'attirer pendant un moment les faveurs de la reine, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose, et que là, toute l'aventure bascule complètement à 180 degrés dans toute autre chose, et c'est très 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 chouette. Je vais vous parler assez rapidement des thématiques et des choses que j'ai appréciées. Donc, si vous connaissez un peu Flor Vesco, vous savez que récemment, ses derniers ouvrages sont des réécritures de contes, et je trouve que De Capédemo, c'est un petit peu la genèse de tout ça, puisque c'est une réécriture de contes. Alors pas d'un conte en particulier, mais des tropes des contes qui sont repris, qui sont détournés, qui sont parodiés, et c'est assez génial. On va se retrouver dans des situations d'où il est impossible de se sortir, mais il y a un Deus ex machina qui débarque, et les personnages s'en sortent. On va reprendre des tropes typiques, le prince qui débarque que personne ne connaît mais que tout le monde reconnaît. On va reprendre le trope des petites mains qui vous apportent des aides magiques au bon moment et qui vous sortent de situations
incroyable. On va reprendre tous les tropes des personnages de contes, bien évidemment avec les caractères typiques des personnages de contes. On va reprendre aussi le trope très typique du conte avec le fait de se grimer de manière assez simple en rajoutant un chapeau et puis une tenue et plus personne ne vous reconnaît. Bref, on va reprendre tous ces trucs, tous ces topos, ces topoi de contes et Flor Vesco va réussir en les prenant à les tourner, les tordre, les changer suffisamment pour que ça devienne absurde, parodique, drôle et que ça soit poussé au paroxysme de ce qui est imaginable. On retrouve aussi des originalités dans les personnages principaux, puisque le personnage de Serine, qui est une noble, est une jeune femme analphabète, puisque ses parents, en tout cas sa mère, n'a pas considéré qu'il était important qu'elle apprenne à lire. Et on va retrouver tout au contraire, à l'opposé, un autre personnage très important de l'histoire, qui est une personne, quoi, en gros, qui, lui, par contre, est très lettré et lit beaucoup. Et voilà, cette façon de tourner certaines choses que j'adore chez Flor Vesco, que je trouve intelligente. Et comme toujours, on suit une héroïne qui est impertinente, qui ne se laisse pas faire, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui utilise les mots pour envoyer valser les gens, qui a une force de caractère, bien qu'en ayant des faiblesses, des failles, des choses plus difficiles. Mais bref, c'est vraiment le personnage typique chez Flor Vesco que moi j'aime beaucoup et que je trouve nécessaire de faire lire à des jeunes adolescentes, à même des pré-ados. De Capet de mots, ça peut se lire assez jeune, je pense, dès la 6e à mon avis. Bref, donc vraiment il y a à la fois cette intelligence de la langue, cette intelligence des personnages, cette intelligence de la réécriture, de prendre des tropes, de les détourner, d'en faire autre chose, de prendre des références connues pour les détourner aussi. Et toutes les critiques sociales qui vont avec, que ce soit en termes d'élitisme, en termes de féminisme, enfin voilà. C'est Flor Vesco, c'est beau, c'est intelligent, c'est riche, c'est impertinent. C'est aussi bon à lire enfant qu'adulte. Et ici, on a, je trouve, beaucoup plus que dans les deux autres, bien que ça soit aussi dans les deux autres, mais pas au même dosage, un côté extrêmement drôle, extrêmement humoristique et très parodique que j'ai beaucoup aimé. Donc je ne peux que vous inviter à découvrir Flor Vesco. Je vous recommande de les lire plus ou moins dans l'ordre d'écriture, parce qu'il y a un crescendo très clair en termes de génie, de l'écriture, voilà. Donc lisez peut-être d'abord De Capet de mots et passez ensuite à ses plus récents pour voir l'évolution de son écriture qui est assez incroyable. Ensuite, j'ai également lu le mois passé Mes vrais enfants de Jo Walton, pareil que j'ai chroniqué en vlog, qui va s'attacher à suivre une vieille femme qui est atteinte de démence, vit en maison de retraite et se souvient de ses 2 vies passées. Donc elle a le souvenir très net d'avoir eu 2 vies. En fait, à un moment donné de sa vie de jeune femme, elle a un choix et elle a comme un dédoublement de personnalité, avec une personnalité où elle fait le choix du oui, une autre où elle fait le choix du non, et on va suivre de manière alternative, chapitre après chapitre, les 2 vies en parallèle de ce même personnage et donc de ce qui va se passer selon le choix qu'elle a fait. C'était vraiment une lecture extrêmement poignante, touchante, intéressante. Beaucoup d'aspects sociaux qui sont évoqués, beaucoup de réflexions sociales, beaucoup de réflexions autour de la sexualité, du genre, de la manière de mener sa vie, de la liberté des femmes, de la guerre, enfin voilà. Je sais que certains et certaines ont justement regretté le fait que ce soit beaucoup trop de sujets abordés et n'est pas assez creusé. Mais moi, ça m'a pas dérangé parce que je trouve que parfois, poser les graines de réflexion peuvent suffire à mener la réflexion par soi-même et je pense que c'est l'objectif de ce livre. Voilà. J'ai été très touchée, j'ai trouvé que c'était très beau, très triste, parfois drôle. C'est vraiment une vie, quoi. Et 2 vies en l'occurrence. Et c'était vraiment une très bonne lecture. L'aspect SF est vraiment très soft. On comprend un peu à la fin pourquoi c'est classé SF, mais vous n'allez pas du tout être dans de la SF avec des grosses explications scientifiques, etc. C'est pas du tout ça. Mais je ne peux que vous inviter à lire et à découvrir cet ouvrage en sachant qu'il y a quand même des triggers parce que voilà, les personnages n'ont pas forcément eu une vie facile, ont vécu des choses pas faciles, c'est évoqué à certains moments, et puis aussi un gros trigger autour de ce qui va être vieillesse, démence, etc. parce que ça peut être dur à lire, je pense, mais c'était vraiment génial, j'ai adoré. Je vous remets en barre d'infos le vlog où j'en parle de manière extrêmement détaillée, où je vais beaucoup plus aborder point par point les thématiques, etc. Si jamais ça vous intéresse, mais c'est assez difficile d'en parler parce que vraiment c'est beaucoup de choses accumulées les unes aux autres et surtout l'ensemble et la cohésion de l'ensemble qui fait que c'est
génial. J'ai également terminé les épreuves de colis de MR Carré dont j'ai parlé et reparlé. J'ai l'impression de ne parler que de ça en ce moment. Donc les épreuves de colis, c'est le tome 2 de la saga Rempart, donc je ne vais pas vous faire de résumé. Je vais vous faire un point très rapide sur les aspects que j'ai appréciés, parce que oui, j'ai apprécié ce livre, mais je ne vais pas plus rentrer dans les détails de l'histoire parce que ça serait trop spoilant par rapport au 1. Donc dans ce tome 2, ce qui m'a agréablement surprise, c'était qu'on dédoublait la narration et que, au lieu de ne suivre que la narration et le personnage de Colis, on suivait également le personnage de Toupie, qui est un personnage qu'on voit et qu'on découvre dans le 1, que j'ai beaucoup apprécié dans le 1 pour plein de raisons et que j'ai encore plus apprécié dans ce 2. Du coup, on a cette double narration qui permet d'avoir deux points de vue différents sur des événements communs, des mêmes événements, et d'avoir aussi des points de vue sur des événements totalement différents qui coexistent en parallèle en termes de temporalité. C'était vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé tout ce qui concernait Toupie parce que c'est un personnage qui me touche beaucoup, que je trouve très réaliste et très bien faite. Et en fait, dans l'ensemble, c'est ça, Colis. C'est très réaliste, c'est très bien fait. Je vous ai très longuement parlé en vlog de tout l'aspect linguistique qui était hyper intéressant. Et je vais vous la faire très courte, mais en gros, l'auteur prend le parti d'appauvrir et de simplifier la langue en la spécialisant à ce que connaissent les gens qui vivent dans des petits villages avec 200, 500 personnes et qui ne sortent plus de leur village parce que la nature est trop dangereuse. Donc on a un appauvrissement de la langue forcément puisque tout ce qui n'est pas existant pour les personnages n'a pas de nom et parce que l'éducation ne peut pas être aussi poussée que ce qu'elle a pu être dans le passé. Je vous ai pas dit, c'est un post-apo. Donc voilà, tout ce qui va être linguistique est travaillé, mais dans le sens de l'appauvrissement, et c'est hyper bien fait, hyper intelligent, ça a du sens en fait. Et j'ai trouvé ça génial. Autre aspect que j'ai beaucoup aimé, c'est tout ce qui va concerner les questions sociales autour de la transidentité, par exemple, autour de la liberté des femmes sexuelles aussi, autour de tout ce qui va être de communauté. Tous ces aspects-là sont très intéressants. On va parler aussi, encore une fois, c'est récurrent, d'élitisme, de comment l'élite fait pour garder le pouvoir et à quel prix. Bref, c'est génial, Colis, c'est vraiment génial. C'est travaillé sur tous les niveaux, le fond, la forme, la linguistique. C'est excellent, la traduction est très très bonne, donc je ne peux que vous inviter à découvrir Colis en sachant que dans le 1 comme dans le 2, le premier tiers est un petit peu longué à se mettre en place. C'est comme un vieux train, ça démarre tranquille et une fois que c'est parti. Mais moi ça m'a pas plus dérangé parce que c'est tellement bien fait et tellement intelligent que je suis... ça m'a pas plus marqué que ça, mais je vous le dis au cas où, parce que je sais que par exemple les Chroniques du Hérisson, il me semble, si je dis pas de bêtises, a eu un peu du mal au début du 1 à se mettre dedans, et je pense que c'est un peu le cas de tout le monde, donc bref, je vous laisserai découvrir, mais je ne peux que vous encourager à lire cette saga. J'ai également un dernier roman dont je voulais vous parler, c'est les tomes 2 des Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau que j'ai laissé tomber. Ce n'est pas parce que je détestais ma lecture, c'est parce que juste je n'avais pas envie d'y retourner. Je vous ai parlé du tome 1 où j'avais trouvé, enfin d'ailleurs je lisais en lecture commune avec The Riddler, où on avait toutes les deux trouvé que c'était long, que c'était hors sujet par rapport aux attentes. Donc ça c'est peut-être une erreur juste de résumé, de marketing en fait, tout simplement de la maison d'édition. Mais du coup, eh ben, on s'attendait pas à ça et on a été déçus et c'était long et on en avait marre et on s'est mis dans le 2 en se disant peut-être que ça va changer et c'est la même chose, c'est pas ce que j'en attendais, c'est très long, je suis pas assez attachée au personnage. Après c'est bien écrit, il y a des descriptions qui sont très chouettes, il y a une ambiance qui est posée, mais je m'attendais pas à ça en fait. Et quand je me dis, je pense qu'il y a 4 tomes, j'ai pas envie en fait, juste j'ai pas envie. Et ce qui s'est passé c'est qu'un jour on a posé notre lecture en se disant bon on continuera plus tard et on n'a jamais repris et j'ai pas envie de reprendre et j'ai autre chose à lire qui m'intéresse plus et si c'est pour y aller à reculons, bah non. Donc je peux pas vous dire que j'ai détesté et que c'est mauvais. Je pense que ça peut plaire à plein de gens. Je pense que c'est bien écrit, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais et du coup j'avais pas envie, tout simplement. Je ne vais pas plus m'étendre sur le sujet parce que je veux pas défoncer le livre. C'est pas un mauvais livre, c'est juste que de moi à moi en fait, tout simplement, c'est pas ce à quoi je m'attendais et j'ai pas envie d'y retourner. Donc voilà, je n'ai pas de critique autre que cet aspect un peu déçu de mes attentes qui sont déçues par rapport à ce que je voyais sur les couvertures, à ce que j'avais pu lire dans le résumé, tout simplement. Et enfin, les deux dernières lectures que je voulais évoquer avec vous, c'est les tomes 2 et 3 de Saga de Brian Vaughan et Fiona Staples,
que j'ai lu très récemment, que j'ai adoré. On suit toujours la petite famille avec nos personnages qui viennent de deux peuples en guerre, qui sont ennemis, qui ont fait une petite fille très très mignonne qui s'appelle Hazel et qui est la narratrice qui raconte le passé, enfin voilà, son passé quand elle était bébé et l'histoire de ses parents. Et c'est très chouette, c'est très chouette, c'est très violent, c'est très dur. Il y a beaucoup de passages qui sont quand même trash, avec des dessins assez trash. Mais à côté de ça, il y a des passages drôles, il y a des passages pleins d'amour, pleins d'émotions. Je trouve qu'il y a une très très bonne mesure en fait entre toutes ces choses qui fait que c'est une très bonne lecture. On n'est pas trop dans le trash, on n'est pas trop dans voilà l'émotion, le larmoyant, on n'est pas, enfin il y a de tout et à bonne dose en fait. Et je n'aurais jamais cru autant adhérer à ça parce que les dessins comics c'est pas mon truc. J'ai tenté parce qu'il était à ma médiathèque, parce que j'en avais entendu parler et je ne regrette pas parce que vraiment j'adore ça, je trouve ça excellent, tout simplement. Je trouve ça très bon, je trouve ça très intelligent, ça va évoquer encore une fois plein de thématiques sociales hyper importantes comme le racisme, le rejet, comme la liberté, comme voilà, toutes ces choses, ces grandes notions importantes et qui laissent à réfléchir. On va parler aussi d'esclavagisme, notamment d'esclavagisme sexuel. Voilà, on va parler de plein de choses et en même temps il y a tout ce côté aventure un peu voilà qui pète de partout qui fait que il se passe plein de trucs aussi quoi. Donc je vais pas plus vous en parler parce que c'est un tome 2 et un tome 3, parce que j'en ai déjà parlé et je vous remettrai, je sais plus quel bilan où j'en parle en barre d'infos si vous voulez un résumé plus complet de Saga. Mais sachez que j'adore et que je vais continuer avec beaucoup de plaisir. Voilà. Donc, dans tous les cas, si vous trouvez que j'ai été trop concise, je voulais pas que ça dure 1 heure, mais je vous remets en barre d'infos tous les vlogs où j'en parle. Et comme je vous dis, il y a les timers, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse et que vous voulez quelque chose de plus complet. Dans l'ensemble, c'était plutôt des bonnes lectures. J'ai quand même été assez peu déçue, ce qui veut dire que je choisis bien mes lectures, j'imagine. Donc je suis très contente. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains ouvrages, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire des recommandations en rapport avec ce que j'ai aimé ou alors totalement dans d'autres sujets, des choses qui vous ont touché, que ce soit de la littérature historique, du thriller, de la littérature blanche, de la littérature contemporaine, la romance, bon, pas trop mon truc hein, quand même, hein, la romantaisie, pas trop non plus, mais peut-être, pourquoi pas, après tout, j'ai découvert Ali Hazelwood et j'ai beaucoup aimé, donc on ne sait pas, on n'est pas à l'abri. Je vous souhaite, dans tous les cas, une très bonne journée, je vous souhaite plein de bonnes lectures, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!